Bienvenue dans ce nouveau numéro de Station Europe. La semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées vient de se terminer, ce qui n'a pas fait disparaître certaines inquiétudes, en particulier à Bruxelles où de nombreux postes de travailleurs handicapés sont menacés. Pourquoi certains pays européens parviennent-ils mieux que d'autres à aider les personnes handicapées? On en parle avec Jean Wouters qui dirige une entreprise de travail adaptée et avec Marc Angel, député européen luxembourgeois. Voici Station Europe. On se retrouve sur le plateau du Parlement européen à Bruxelles. Et tout d'abord, je vous présente Jean Wouters. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de Travi. C'est une ETA, une entreprise de travail adapté. On ne parle plus d'ateliers protégés aujourd'hui? Non, effectivement, cette dénomination a disparu il y a plusieurs décennies maintenant. Et donc, effectivement, depuis une trentaine d'années, on parle effectivement d'entreprise de travail adapté, ce qui porte bien son nom. Entreprise avec la notion vraiment de gestion d'une entreprise et d'un compte d'exploitation, de travail, parce que les gens viennent pour y travailler, mais aussi d'autres choses, on en parlera, et adapté, puisqu'évidemment, on s'adresse à un public qui est porteur de handicap. Alors, l'expression atelier protégé a disparu en Belgique, mais ce n'est pas le cas dans d'autres pays européens. Vous, à Travi, vous fonctionnez comment? Il y a combien de travailleurs handicapés? 300 à peu près? Oui, c'est ça, absolument. Donc nous sommes au total 400, avec 335 personnes donc, soumises à handicap. Ce sont des quotas en fait, donc, qui sont déterminés par entreprise de travail adapté. Et donc nous sommes un site situé à Anderlecht avec différents étages de production. Et nous sommes très diversifiés en termes de production justement. Vous produisez quoi en fait? Ça va de l'alimentaire frais, hein, donc on fabrique des salades, des desserts, jusqu'à des montages de vélos électriques en passant par du conditionnement plus classique qui était l'image de ce qu'on donnait des entreprises de travail adapté ou des ateliers protégés dans le temps, avec des chaînes de montage assez basiques. Ici, donc, on a essayé de développer aussi de l'activité, ce qui offre, je pense, une certaine richesse de possibilités de production à nos équipes de travailleurs. Et alors, allons droit au but. Vous êtes très inquiet aujourd'hui pour des questions économiques, budgétaires, et de nombreux emplois sont menacés dans votre entreprise, mais également un peu partout à Bruxelles. Absolument. Donc, et on a, comme je l'ai dit il y a quelques jours, lancé un peu un appel au secours à nos pouvoirs subsidiants parce que le modèle était déjà, je dirais, en équilibre sur les dernières années. Et là maintenant, 2022, après en plus la crise Covid qu'on a tous vécue, on affronte effectivement un double facteur qui nous complique la vie et nos équilibres financiers. C'est d'une part l'index sur les salaires, puisqu'on a des travailleurs qu'on rémunère, évidemment, c'est logique. Comme nous sommes qu'en partie subsidiés, on a toute une partie en fonds propres de ces index à gérer. Étant dans le non marchand, on est déjà au 5e index, il faut bien s'imaginer, maintenant qu'il va tomber sur le mois de novembre. Mais le vrai problème, c'est la flambée des prix, et également, évidemment, des factures d'énergie, électricité, gaz. Électricité, gaz, qui dans nos grands bâtiments, évidemment, sont avec des centaines de milliers d'euros de dépassement. Et donc là, on est passé de possibilités d'équilibre pour des ETA encore il y a quelques mois ou quelques trimestres à un déficit qui s'annonce de plus de 5 millions d'euros cumulés pour l'ensemble des ETA bruxelloises. Donc vous lancez un appel au secours, tout à fait, notamment au pouvoir public de la région bruxelloise, conclave budgétaire qui vient de se terminer. Vous avez bon espoir d'avoir une réponse positive? Clairement oui, et donc voilà, nous avons été entendus. On attend encore effectivement l'aide exceptionnelle qu'on pourra avoir en 2022, hein, donc c'est-à-dire d'ici la fin de l'année. Ça, c'est vraiment pour tenir la tête hors de l'eau. Mais nous avons demandé d'engager aussi une discussion beaucoup plus profonde sur l'avenir à moyen terme, 2023 et les années suivantes. Et là, donc, voilà, hasard du calendrier, nous avons demain notre premier groupe de travail au cabinet du ministre Verwoerd pour entamer cette discussion plus en profondeur sur c'est quoi l'avenir de l'ETA, c'est quoi sa mission et quel type de travail nous pourrons offrir à nos équipes. Alors, toutes les personnes handicapées ne travaillent pas dans des entreprises comme la vôtre. Il y en a qui travaillent également dans le privé, dans les administrations. Mais on voit qu'en Belgique, le taux d'occupation des personnes handicapées est de 35% à peu près, alors que la moyenne européenne est de 50%. Comment vous expliquez ces mauvais chiffres ?
C'est une excellente question. Après, il y a une définition aussi, je veux dire, de la personne handicapée et dans quel, je dirais, type de catégorie elle peut rentrer. Et donc, par rapport à ces quotas de pourcentage, je pense qu'il faut gérer ça avec un peu des pincettes, comme on dit. Maintenant, oui, il y a encore un énorme travail à faire en Belgique. Il y a les ETA qui existent. Et je crois qu'il y a à un moment donné des questions qui peuvent se poser sur des notions d'obligation ou en tout cas je dirais de volonté réelle d'inclure des personnes handicapées dans le monde de l'entreprise et des administrations. Là aussi, on a encore des choses à faire. On a normalement une obligation au sein des administrations communales, entre autres de Bruxelles, d'avoir un taux d'occupation et on voit qu'on n'y est pas malgré des sanctions qui devraient être mises en place et qui ne le sont pas non plus. Alors, on va en parler précisément avec Marc-Angel, qu'on accueille pour le moment. Marc-Angel, qui est député européen dans le groupe socialiste, qui est luxembourgeois. Merci de nous rejoindre. Alors vous, Marc-Angel, vous pouvez pousser un cocorico parce que le Luxembourg fait partie des bons élèves de la classe européenne en termes d'emploi de personnes handicapées. C'est quoi votre truc ? C'est Eurostat qui dit cela et il y a des statistiques qui le prouvent, mais je veux quand même aussi dire, être un peu prudent. Il n'y a pas de statut, il n'y a pas de définition harmonisée en Europe du statut de travailleur qui vit avec un handicap. Donc il faut faire un peu attention quand on regarde les statistiques. Mais néanmoins, je crois qu'au Luxembourg, la politique sociale, c'est quelque chose qui est très importante et on investit beaucoup dans tout ce qui est le social et d'ailleurs aussi pour les personnes qui vivent avec un handicap. Nous avons déjà dans les ateliers protégés, qu'on appelle d'ailleurs encore malheureusement ateliers protégés, mais toutes les personnes qui travaillent là ont un CDI, c'est-à-dire un contrat à durée indéterminée, et ils gagnent le salaire minimum. S'ils sont qualifiés, ou s'ils ont de l'expérience, ils peuvent toucher aussi le salaire minimum qualifié. Donc je trouve que ça c'est déjà bien, c'est peut-être ça qui nous porte. Nous avons une loi qui Votre truc, c'est quand même les quotas, des quotas qui sont très élevés, 5 à 6%, je pense. Oui, pour les grandes entreprises. Alors qu'en Belgique, c'est 2 ou 3% à peine. Pour la fonction publique, au Luxembourg, c'est 5%. Et pour les grandes entreprises, c'est jusqu'à 3 ou 5, les entreprises de plus de 250 et un peu moins pour les plus petites. Et il y a donc les quotas qui sont prévus par la loi. Et il y a des sanctions, mais là, au point de vue sanctions, on a encore du chemin à faire. Il y a juste les sanctions, il n'y a pas vraiment de contrôle. Et là, on doit faire des efforts. Le seul contrôle et les seules sanctions qui fonctionnent, c'est quand l'administration de l'emploi, qui au Luxembourg s'appelle l'ADEME, elle envoie un salarié handicapé qualifié à une entreprise qui a fait une demande et l'entreprise le refuse, alors là, il y a une sanction qui peut aller jusqu'à la moitié du salaire minimum. Donc, j'ai lu un article aujourd'hui dans un quotidien qui s'appelle Le Quotidien par un syndicaliste qui travaille dans le département des personnes handicapées et qui a dit qu'on a encore du chemin à faire. Mais bon, on est déjà content qu'on est pas mal placé dans les statistiques d'Eurostat. Jean Wouters, ça doit vous faire rêver, ça, parce que c'est tout ce qu'il n'y a pas en Belgique. Des quotas élevés, très élevés même, des sanctions, et puis des quotas qui s'appliquent également au privé. Absolument. Et après, voilà, pour être très clair, je ne suis pas sûr qu'en Belgique, à l'heure d'aujourd'hui, à un moment donné, imposer, parce que ce serait une matière fédérale, des notions de quotas pour les entreprises privées, entre autres, serait une solution potentielle et ou même positive. Parce que voilà, ça va être compliqué, je le pense. Et d'autre part aussi, le terme de sanction, j'aime pas trop par rapport à ce type de problématique, c'est quand même très important. Par contre, nous en discutions avec notre fédération. On pourrait par exemple proposer une sorte de social shelter, c'est-à-dire que les entreprises qui font appel alors à des entreprises à travail adapté pourraient déduire par exemple fiscalement ce chiffre d'affaires de sous-traitance. Ça, c'est une vision plus positive. Donc vous croyez davantage à des incitants qu'à des sanctions? Et où les deux imposés. Voilà, maintenant en France aussi, comme M. Angel le disait, en France aussi, ça existe depuis longtemps et ça fonctionne. Nous sommes allés visiter effectivement des cousins français. La notion de quota fonctionne et ou de sous-traitance. Et les grands groupes, selon aussi leur vision sociale, jouent ou en tout cas utilisent l'un ou l'autre. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de stress parce que nous en avons beaucoup, d'un moment donné un apport et une certitude d'avoir de l'activité en France ou dans d'autres pays parce que cette obligation
législation provoque inévitablement un appel aux ETA, ce que nous n'avons pas du tout en Belgique. C'est vrai qu'en Belgique, même dans la région bruxelloise, les quotas ne sont pas respectés dans les administrations. Non. Et la ministre de l'intégration sociale, Karine Lallieu, avait dit que la situation était assez désastreuse. Tout à fait, elle s'améliore petit à petit, mais il y a encore tout un chemin à faire et ça devient même une philosophie de notre société. Voilà, on doit avoir cette ouverture, on doit avancer. Alors parfois, oui, c'est par des obligations qu'on va le faire. Moi, je crois aussi avec de l'incitation positive, mais il y a du travail, c'est clair. Marc-Angèle, vous aussi, vous pensez que c'est mieux des incitants que des quotas mais il ne faut pas rêver. Il faut les deux. Je crois qu'il faut les deux. L'un n'exclut pas l'autre. Les incitants, c'est très important aussi parce que ça coûte de l'argent pour une société. S'il doit faire des aménagements pour rendre une personne en chaise roulante accessible. Et là, il faut des subsides, il faut l'aide de l'État, etc. Donc ça, c'est des incitants. Mais je crois aussi que dans un monde moderne dans lequel nous vivons, il y a quand même aussi, au sein des entreprises maintenant, beaucoup le sujet de la diversité et de l'inclusion. C'est pas que ça devient un terme moderne, mais ils voient les effets. Il y a des études, c'est prouvé scientifiquement que si vous avez une diversité et si vous pratiquez une politique d'inclusion dans votre entreprise, les profits, c'est profitable à la fin du compte. Donc, il faut que les patrons et les entreprises doivent investir pour rendre leur lieu accessible, mais aussi il faut qu'il y ait des subsides de l'État. Et il faut que c'est facile à obtenir ces subsides. Il ne faut pas qu'il y ait une bureaucratie énorme. C'est d'ailleurs ça, nous avons fait un rapport à la Commission emploi et affaires sociales de ce Parlement par ma très chère collègue des Verts, Catherine Langensiepen, elle-même une personne en situation de handicap, sur la situation des personnes handicapées et l'emploi. Et une des recommandations, c'est justement d'avoir des quotas dans tous les pays membres, d'avoir des incitatifs et de donner que l'État doit aider les patrons à aménager et ça peut être décidé au niveau européen. L'Europe n'a malheureusement pas toutes les compétences en matière sociale, pas assez d'ailleurs, malgré que 9 sur 10 Européens veulent une Europe sociale plus forte. Et à la conférence sur l'avenir de l'Europe, c'était un des grands sujets, une Europe plus sociale. Mais on peut en discuter et voilà. Et il faut que les États membres s'échangent des bonnes pratiques. Ils peuvent apprendre l'un de l'autre. Et finalement, il faut qu'on ait une culture d'inclusion et de diversité. C'est le cas au Luxembourg, parce que le taux d'emploi des personnes handicapées au Luxembourg est quasiment identique aux personnes non handicapées. Encore les différences. Et nous avons encore un statut qui est entre les deux, c'est-à-dire c'est des salariés reclassés qui ont peut-être eu un handicap pendant leur carrière professionnelle, un accident où ils peuvent peuvent plus travailler 40 heures, donc ils peuvent être reclassés et l'État paye alors la différence de salaire, l'entreprise paye les heures qu'ils prestent au travail et l'État reprend les autres heures. C'est la même chose pour un congé thérapeutique ou un mi-temps thérapeutique, c'est-à-dire quand on est dans une thérapie, l'État reprend la moitié des frais, le patron paye le salaire, mais le salarié ne vient que travailler la moitié du temps, mais il n'a pas une perte de revenus, le salarié. Pourquoi certains employeurs hésitent à engager des personnes handicapées? Ce sont des préjugés, ils pensent que la performance va être moins élevée? Oui, je crois que c'est surtout des préjugés et je crois qu'il faut se vider un peu la tête de ces préjugés et il faut voir l'apport. Ça incite aussi d'autres. Je crois que ça incite même le travail d'équipe qui est important. Si vous voyez quelqu'un qui a besoin d'un peu d'aide au début, c'est formidable, mais on apprend aussi de ces personnes. On apprend, donc il y a un échange et je crois que c'est ça la plus-value. Et c'est ça pourquoi les études prouvent que la diversité et l'inclusion est bénéfique pour une entreprise. Les préjugés, Jean Wouters? Évidemment, et je suis, comme je vous le disais, M. Germain, je suis arrivé assez récemment donc, dans ce monde. Et en fait, je me rends compte qu'il y a une imperméabilité justement entre le monde de l'ETA, du travail avec des personnes handicapées et du monde du travail d'entreprise classique.
Et chaque fois que je fais venir en fait d'anciens collègues ou des connaissances ou même des prospects commerciaux qui viennent visiter Traville ou d'autres ETA de Bruxelles, hein, ils ressortent avec des grands yeux en disant ah, c'est ça une ETA, mais c'est incroyable tout ce que vous faites, c'est incroyable tout ce que vous pouvez faire. Et surtout aussi la bienveillance et l'ambiance de nos équipes, ce n'est que du positif, vraiment. Et là, je veux dire, s'il y avait cette meilleure connaissance simplement de c'est quoi le monde du travail des personnes handicapées, je crois qu'il y aurait alors naturellement un appel vers une intégration de quelques personnes. Comme je l'ai dit aussi, je ne pense pas que toute personne handicapée doit pouvoir et a la capacité de travailler en entreprise classique. Je ne pense pas. Mais en tout cas, il y a toute une partie, oui, certainement. Et là, c'est une richesse énorme. Mais j'ai été très étonné de voir moi-même cet univers. Et quand j'ai des collègues qui viennent et des prospects qui viennent, ils sortent avec des yeux très positifs. Marc-Angèle ? Le rapport qu'on a voté au Parlement européen, où on a travaillé en commission emploi, il exige quand même aussi que les personnes vivant avec un handicap passent par ces structures où ils sont vraiment aidés par ce qu'on appelle encore les ateliers protégés, mais qu'elles ne soient pas garées là, ou qu'ils doivent... On leur développe leurs compétences, on les rend plus forts, plus résilients. Et la deuxième étape doit être le premier marché de travail. Ça, c'est l'idéal. Ce n'est pas toujours possible, mais c'est vers cela qu'on doit travailler dans le futur. Vraiment une intégration totale dans le monde du travail. Sachant que ce n'est pas toujours évident, vu la gravité de certains handicaps. Et pour ces personnes, c'est très important de travailler, pas simplement pour des questions financières, c'est aussi l'équilibre mental qui est en jeu. C'est l'équilibre mental et le fait de ne pas se sentir isolé, d'être avec les autres, de vivre une vie tout à fait normale, tout en étant un peu différent. Et voilà, c'est ça qui est important. Et d'ailleurs, dans notre rapport, un autre détail que je trouve très important aussi, c'est qu'il ne faut pas leur couper les allocations qu'ils ont, les allocations spéciales dues à leur handicap, parce qu'ils ont des aménagements plus chers que si on n'a pas d'handicap, etc. Donc, il ne faut pas que maintenant, vous avez un salaire, donc l'État n'a plus de responsabilité vis-à-vis de vous. Ça, c'est quelque chose aussi sur lequel on insistait beaucoup dans ce rapport au Parlement européen. Marc-Angèle, on parle de choses qui ne touchent pas une infime minorité de personnes au sein de l'Union européenne. D'après un rapport, il y aurait près de 100 millions de personnes en situation de handicap en Europe. Mais près de 100 millions de personnes, c'est énorme. Comment on arrive à ce chiffre-là ? C'est tout à fait énorme, mais parce qu'on considère il y a une très large palette. Il y a les personnes qui se trouvent dans le spectre de l'autisme, il y a les personnes malentendantes, malvoyantes, il y a des personnes qui ont des problèmes de mobilité, etc. Et il y a certains pays comme les Pays-Bas qui enregistrent également le handicap social, notamment le fait d'être illettré, par exemple. Oui, considéré, je trouve qu'ils ont bien raison de le faire. Ce serait bien si tous les pays le feraient. Donc, il faut pas réduire ça à une minorité. Et il faut encore aussi rendre les personnes qui vivent avec un handicap plus visibles et de leur donner la possibilité de s'exprimer et d'être comme ils sont et de ne pas devoir se cacher. Parfois, il y a des handicaps non visibles aussi. Donc là, nous devons faire des efforts. On n'avait pas l'habitude, ma génération encore, à l'école, les enfants, ils étaient séparés. Maintenant, il y a toute une autre approche et j'ai beaucoup d'espoir dans la jeunesse qui sont beaucoup plus en contact avec des personnes avec des enfants handicapés dans les écoles. Donc ça, c'est très important. L'intégration dans la vraie vie. Ouais. Le handicap social, Jean Botter, c'est une notion qui est retenue en Belgique ? Oui, tout à fait. Enfin, que vous retenez. Nous, clairement, donc, rencontrons ce type de handicap et je crois qu'il est très important aussi. Et on voit bien d'ailleurs que ce sont des personnes qui doivent être fortement aidées et le fait de venir travailler chez nous leur redonne un équilibre aussi de vie, par le salaire certainement, mais aussi par le fait de faire partie d'une équipe.
de pouvoir exprimer des choses, d'avoir des relations humaines avec des collègues et avec une hiérarchie. Et donc c'est très important. Et c'est ce que vous disiez, il n'y a pas que l'aspect travail-salaire qui déjà donne une sociabilisation à ces personnes, mais c'est surtout tout le service qu'on leur apporte en termes d'intégration, de faire partie d'une équipe, d'une famille, et puis aussi de détecter quand même des éventuelles urgences sociales dans lesquelles ils peuvent être, qu'ils rencontrent chez nous. Donc oui, on a un rôle beaucoup plus large qu'offrir du travail, clairement. Alors Jean Wouters, à côté de vous, il y a deux enveloppes. Une avec une bonne question, une autre avec une mauvaise question. Laquelle vous choisissez ? Comme je suis social-démocrate, je vais prendre la rouge, mais malheureusement, ça dit la mauvaise question. C'est la mauvaise question. Mais là, je suis curieux. Alors, vous la sortez de l'enveloppe et vous la lisez à haute voix et sans crainte. Donner une note de 1 à 10 pour l'accessibilité du Parlement européen aux personnes handicapées. Alors, on est très curieux de connaître votre note. Je donnerais entre 6 et 7. Parce que je suis scandalisé quand nous avons des débats dans la plénière, que mes amis, mes collègues en chaise roulante, ils doivent rester derrière, et pas seulement dans l'hémicycle de Bruxelles, mais aussi dans l'hémicycle de Strasbourg. C'est parfois difficile d'accéder au pupitre où on fait les discours, etc. Et il y a encore d'autres problèmes. Mais d'un autre côté, je dois quand même aussi louer le Parlement européen. Les députés qui vivent avec un handicap, ils ont un support énorme, ils ont plus d'aide, etc. Et ils ont des matériaux mis à leur disposition. Là, je veux dire, le Parlement aide les députés et aussi le personnel, notre formidable équipe qui nous entoure. Là, je ne peux pas me plaindre. Moi, je crois, j'ai dit, cette note, c'est plutôt l'accessibilité des bâtiments. Tout est accessible, mais c'est parfois compliqué. 6 ou 7 sur 10, c'est pas mal, mais ça veut dire peut mieux faire. Oui, on peut mieux faire et j'espère que bientôt on pourra donner une meilleure note. Est-ce qu'il y a des villes en Europe qui sont vraiment exemplaires en termes d'accessibilité aux personnes handicapées ? Il y a des programmes formidables entre des villes, il y a même des concours. Oui. Je sais que Luxembourgville a été aussi une fois nominé et a eu un prix. Il y a Grenoble, il y a Hambourg en Allemagne. Mais pour moi, ce qui est important aussi, et ce que j'adore quand je suis aux Pays-Bas, par exemple, je vois beaucoup plus de personnes qui ne sont pas mobiles, qui sortent quand même avec pas des chaises roulantes, mais je ne sais pas comment on appelle. Donc on voit des gens beaucoup... Mais c'est le plat pays, c'est facile. Non, mais je veux dire, on peut... Donc pour moi, c'est ça aussi, c'est la politique de la ville, des villes pour avoir les trottoirs, etc., que tout est accessible, les bâtiments publics, ça c'est très important. Donc les plans d'aménagement des villes doivent vraiment en tenir compte. Et je crois que, si je peux citer l'exemple du Luxembourg, c'était un des maires, ou bourgmestres comme on dit ici, qui a pris dans son portefeuille l'intégration sociale et le portefeuille des personnes handicapées. C'est toujours très bien quand les minorités sont traitées par les personnes les plus haut placées dans une administration. Donc, c'est un conseil que je peux donner aux futurs aux politiques communales. Bruxelles aurait quelle note sur 10 en termes d'accessibilité les gens avec qui vous travaillez vous parlent de ça, de ces difficultés d'accessibilité ? C'est compliqué. C'est d'autant plus compliqué que vous êtes en train de négocier des budgets avec la région bruxelloise, donc peut-être que vous n'avez pas la parole tout à fait libre. Non, je ne suis pas comme ça. non, je pense que, très honnêtement, j'ai déjà fait l'exercice, je me dis, tiens, je serai en chaise ou malvoyant, etc. On le sait bien, l'état des trottoirs, il y a des efforts qui sont faits aussi, mais je situerais plutôt à un petit 5 que 6 ou 7 ou 8, clairement. Oui. Ouais. J'ai lu, Marc Angel, que vous militiez pour avoir une carte européenne du handicap. Mais il s'agit de quoi ? Ça veut dire quoi, ça ? Elle existe déjà.
en projet pilote. C'est une carte que les personnes handicapées reçoivent dans ces pays qui participent, où ils ont des accès privilégiés dans la culture, dans le sport, etc. Mais maintenant, la Commission européenne, qui a d'ailleurs une commissaire pour l'égalité, qui a sorti une stratégie, la stratégie pour les personnes handicapées, une des nombreuses stratégies d'égalité. Et là, la carte deviendra obligatoire pour tous les pays. Ça doit s'étendre de ces 11 pays qui ont fait projet du projet pilote, d'ailleurs la Belgique aussi. Et cette carte permettra, donc, si on va dans un autre pays, la mobilité, pour nous tous, c'est un droit, un des grands principes européens. Si on va dans un autre, on n'a pas besoin d'aller dans une administration et dire maintenant, il faut prouver que je suis une personne vivant avec un handicap. Cette carte vous identifie comme une personne vivant avec un handicap. Et ce qui est très important, nous, en tant que Parlement européen, on travaille beaucoup avec les associations, avec la société civile, parce qu'il faut les écouter. Le rapport de Mme Langensiepen, elle a passé énormément de temps à écouter les différentes associations. Et on retrouve l'écriture de ces associations dans nos textes. Et d'ailleurs, une nouveauté, c'était le premier rapport qui a été écrit en langue, je ne sais pas comment on dit ça en français, langue facile, en langue facile, avec des pictogrammes. On a le rapport en français, en anglais, dans toutes les langues, les 24 langues de l'Union européenne. Et on avait une petite version avec des pictogrammes en langue facile. Et c'est génial. Et c'est d'ailleurs cette version-là que j'ai vite relue avant de venir ici. Et elle m'a remis dans le bain, me rappeler nos revendications. Merci Marc-Angèle de ces propos positifs et de vous être arrêté à Station Europe. Merci à vous aussi, Jean Wouters, ainsi qu'à Pascal Simard et à toute l'équipe ici au Parlement européen qui a réalisé cette émission. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Station Europe. À très bientôt.